Bonsoir, je m'en vais vous conter, en résumé, version Reader moins indigeste, une toute nouvelle enquête du détective belge, se passant 2 ans après sa mission en Suisse, de la série Hercule Poirot, nommée Les Travaux d'Hercule. Cette nouvelle aventure de notre ancien policier belge se nomme « Vous reprendrez bien 2 doigts de Marasco ?» Installez-vous confortable, je vais commencer. L'image est étouffante, baignée dans une lumière sépia sale. Nous sommes à Stylecourt. Hercule Poirot n'est plus que l'ombre de lui-même, ses mains sont nouées par l'arthrite, et il est cloué dans une chaise roulante. Face à lui, Stephen Norton sourit avec malveillance. Si la loi est impuissante, alors Poirot devient la loi, murmure Poirot d'une voix brisée. Le coup de feu claque. Poirot, le visage baigné de larmes, écarte ses gélules d'amine nitrite, choisissant le suicide pour ne pas vivre en assassin. L'obscurité l'engloutit alors qu'il murmure un dernier « Pardonnez-moi ». Hercule Poirot se redresse brusquement dans son lit, à Londres. Il plaque ses mains sur son visage, sa moustache est impeccable, son corps est vigoureux. « Georges » appelle-t-il. Le valet entre. « Dites-moi, sommes-nous bien en 1937 ?»« Absolument, monsieur. Nous sommes le 14 mai. » Poirot sort du lit avec une vigueur retrouvée. « Georges, j'ai vu ma propre mort. C'était une version de moi qui avait renoncé. Préparez mon bain. » Poirot est de retour de l'enfer. Au Victoria et Albert Museum. L'inspecteur Japp attend Poirot devant le musée. À l'intérieur, 3 gardes sont étendus, les yeux ouverts, perdus dans une extase catatonique, un sourire béat aux lèvres. C'est de l'aconitine purifiée, Japp, analyse Poirot en examinant une fine traînée de poudre bleutée. Mélangée à une base de mescaline synthétique. Un mélange d'une complexité inouïe. Il se tourne vers la vitrine centrale. Le « grand diamant de l'Oural » a disparu. À sa place, une carte de visite avec un petit mot signé, pour Hercule, cordialement, Marasco. Alice Cunningham, alias Marasco, elle s'est évadée de sa prison en Suisse, il y a un mois, murmure Poirot. Elle n'a pas seulement volé ce diamant. Elle a transformé cette salle en laboratoire de démonstration. De retour à Whitehaven Mansion, Miss Lemon confirme les soupçons de Poirot. Une entreprise écran liée à des intérêts industriels allemands finance des recherches chimiques expérimentales. Japp surgit, le visage rouge, vous aviez raison Poirot. Une femme correspondant au signalement réside à l'hôtel Ambassador sous le nom de comtesse de l'Oural. Elle a réservé une suite au dernier étage. L'hôtel Ambassador est le sommet de l'élégance londonienne. Poirot pénètre dans la suite impériale et trouve Alice Cunningham assise près d'une fenêtre. Elle arbore une chevelure brun cuivré étincelante et porte une robe de soie émeraude. Sur ses genoux, un bulldog français noir au plastron blanc l'observe calmement. Elle sert le thé avec une grâce aristocratique. « Monsieur Poirot, je savais que votre vanité vous amènerait ici avant la police, » dit-elle sans se retourner. « La vanité est un défaut de la jeunesse, mademoiselle. Chez moi, c'est de la précision. » Poirot reste debout, tenant son chapeau melon contre sa poitrine, refusant de s'asseoir. « Pourquoi le diamant ? » Votre mère le portait pour sa beauté. Vous le volez par mépris. Alice sourit, un sourire qui rappelle à Poirot l'ombre de son cauchemar. Elle sort de son sac un petit atomiseur en argent. Vous avez vu les gardes au musée ? Ils étaient heureux. Imaginez une ville entière sous cette brume. Plus de résistance. Plus de guerre. Juste une soumission joyeuse. C'est l'ambition d'un tyran, pas d'une scientifique, réplique Poirot. Vous avez un talent immense, mais votre cœur est aussi vide que votre éprouvette. Au moment où Japp surgit avec ses hommes pour procéder à l'arrestation, la porte s'ouvre sur le baron von Neuberg, attaché de l'ambassade d'Allemagne. Il brandit un passeport diplomatique. Mademoiselle Cunningham est désormais citoyenne du Reich, engagée pour des travaux de recherche à Berlin.
Elle bénéficie de l'immunité diplomatique totale. Japp est pétrifié. Von Neuberg s'approche de Poirot. Si vous posez la main sur elle, c'est un acte de guerre. Voulez-vous déclencher un conflit mondial pour un simple vol de diamants? Alice ramasse son sac et son chien. En passant devant Poirot, elle murmure, « Vous voyez, mon cher Poirot, vos petites cellules grises travaillent pour un monde qui n'existe plus. À Berlin, ma science ne sera pas limitée par vos règles morales. Adieu, Hercule. » Elle sort, escortée par des agents en manteau de cuir noir. Japp reste seul au milieu de la pièce, son mandat d'arrêt inutile à la main. Poirot regarde la limousine noire s'éloigner avec son petit drapeau à croix gammée. Il croit avoir gagné parce qu'il contrôle la loi des hommes, dit-il d'une voix basse. Mais ils ont oublié la loi de la logique. Il se tourne vers Hastings, préparez vos bagages. Nous partons pour le continent. Si Alice Cunningham pense que Berlin est un sanctuaire, elle va apprendre que Poirot ne connaît aucune frontière. Le sifflet de la locomotive déchire la brume matinale à la gare Victoria. À bord de la voiture-lit du Nord Express, Poirot est assis, silencieux, fixant le paysage anglais qui défile. Hastings, assis en face de lui, semble inquiet. « Poirot, vous êtes sûr de ce que nous faisons? Traverser la Manche pour poursuivre une femme protégée par les nazis, cela ressemble à une mission suicide. Mon cher Hastings, le suicide est une solution pour les lâches, comme je l'ai vu dans mon rêve maudit. Ici, nous faisons de la stratégie. Alice Cunningham est une arme. Si nous la laissons atteindre les laboratoires de Berlin, elle ne créera pas seulement des gaz de combat, elle créera un monde où l'esprit humain est asservi par la chimie. Paris, 1937. La ville lumière semble nerveuse. Dans un coin discret du Café de la Paix, une femme drapée dans des fourrures coûteuses mais légèrement usées attend, fumant une gauloise dans un long fume-cigarette d'ambre. C'est la comtesse Vera Rossakoff. Lorsqu'elle voit Poirot approcher, ses yeux s'illuminent d'une flamme ancienne. Hercule. Mon minuscule Hercule. Vous venez m'arrêter pour une vieille dette, ou pour me briser le cœur à nouveau? Ni l'un ni l'autre, comtesse. Je viens vous parler de votre fille. Le visage de la comtesse change instantanément. La coquetterie fait place à une douleur profonde. Alice. Elle est partie avec eux, n'est-ce pas? Ces hommes en cuir noir avec leur bruit de bottes. Elle pense qu'ils sont des visionnaires. Elle ne voit pas qu'ils sont des bouchers. Ils vont l'enfermer dans un château en Bavière pour qu'elle fabrique leur poison. Elle est mon sang, Hercule. Même si elle est devenue un monstre, elle reste ma petite biche. Poirot pose sa main sur celle de la comtesse. Je vais la ramener. Pas pour la justice des hommes, car elle est corrompue en ce moment. Mais pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Mais j'ai besoin de vos contacts. Qui sont les intermédiaires à Berlin? La comtesse se penche en avant, sa voix baissant d'un ton. Il y a un homme. Un antiquaire près de la Alexanderplatz. Il s'appelle Meyer. Il aide ceux qui veulent fuir l'Allemagne, mais il sait aussi qui y entre. Il vous dira où ils l'ont emmené. Mais faites attention, Hercule. À Berlin, vos manières de gentleman et votre logique belge ne vous protégeront pas. Il ne joue pas selon les règles de Scotland Yard. Je le sais, comtesse. Mon rêve m'a montré ce qui arrive quand on abandonne ses principes pour combattre le mal. Je n'abandonnerai pas. Je vaincrai Alice sur son propre terrain, celui de l'intelligence pure. Le train s'arrête à la frontière allemande. L'atmosphère change brutalement. Des officiers de la Gestapo, impeccables et menaçants, montent à bord pour vérifier les passeports. L'un d'eux s'arrête devant le compartiment de Poirot. Il regarde le passeport belge, puis l'homme à la moustache singulière. Monsieur Poirot? Le célèbre détective? Lui-même, monsieur l'officier. Que venez-vous faire en Allemagne? Une simple visite de courtoisie à des collègues scientifiques. Je m'intéresse beaucoup aux progrès de votre industrie chimique. L'officier sourit, un sourire dépourvu de chaleur. Nous aimons les génies, monsieur Poirot. Mais nous n'aimons pas les fouineurs. J'espère pour vous que votre séjour sera paisible.
Une fois l'officier parti, Hastings essuie la sueur de son front. Ils nous attendent, Poirot. C'est un piège. Bien sûr que c'est un piège, Hastings. Alice veut me voir échouer. Elle veut me montrer que mon monde est fini. Elle a besoin d'un public pour son triomphe. C'est là sa seule faiblesse, elle est encore assez humaine pour vouloir être admirée par le seul homme qu'elle respecte. Berlin, de nuit. Des bannières rouges, blanches et noires flottent partout sous les projecteurs. La ville vrombit d'une énergie militaire oppressante. Poirot et Hastings descendent sur le quai, de petites silhouettes face à l'immensité de l'architecture nazie. Au loin, dans une Mercedes noire garée sur le quai, Poirot aperçoit un visage familier derrière une vitre teintée. C'est Alice. Elle ne descend pas. Elle se contente de le regarder, un léger sourire de défi aux lèvres, avant que la voiture ne démarre dans un nuage de fumée. Poirot ajuste son col, redresse son chapeau et se tourne vers Hastings. La pièce commence, mon ami. Le décor est imposant, les acteurs sont dangereux, mais le dénouement appartient toujours à celui qui sait lire entre les lignes du destin. Allons trouver ce monsieur Meyer. Dans un complexe ultra secret, caché dans un château de Bavière, l'air est saturé d'une odeur de cerises amères. Alice Cunningham achève sa démonstration devant le baron von Neuberg, le commandant SS de cette base. Vous sentez cette odeur, baron? C'est le marasquin de l'extase. Une inhalation, et vos ennemis tombent dans un sommeil hypnotique. Poirot, dissimulé avec Hastings, murmure, elle n'utilise pas le poison pour tuer, mais pour asservir. C'est là toute sa cruauté. Alors que le baron s'apprête à signer l'accord de transfert, Poirot surgit. Ne signez rien. La douceur de cette liqueur cache une amertume que votre Reich ne pourra digérer. Alice sourit froidement. Toujours là pour gâcher le dessert, Poirot? Vous arrivez trop tard. Le contrat n'est pas avec Berlin. Voyant l'étonnement du baron, Alice sort un petit pistolet à 2 coups, et abat froidement le SS. Soudain, des grenades fumigènes éclatent. Des agents du KGB, déguisés en policiers de la Gestapo investissent la pièce. Alice range ses formules dans une sacoche frappée de l'étoile rouge. Les nazis sont des barbares sentimentaux. Le Kremlin, lui, comprend la chimie sociale. Moscou est l'avenir, je pars y prendre mon poste. Elle s'évapore dans le chaos, laissant Poirot impuissant face à la montée du rideau de fer. Un mois plus tard. Poirot et Hastings sont assis près de la cheminée avec une bouteille de marasquin de luxe. Elle est devenue une ombre Poirot, soupire Hastings. On dit qu'elle dirige désormais une section spéciale à Moscou. Nous l'avons contrée, certes, mais pourtant j'ai comme un goût amer dans la bouche. Poirot contemple son verre sirupeux. Le marasquin, Hastings. On l'aime pour sa sucrosité, mais on l'oublie pour son noyau d'amande amère qui contient le cyanure. Marasco nous a laissé la douceur de la vie, mais elle a emporté l'amertume de l'avenir avec elle. Épilogue. Berlin-Est, 1953. Ciel de plomb sur l'Alexanderplatz. Dans son bureau de la Stasi, la camarade colonel Alice Cunningham étudie des dossiers, une bouteille de vodka à portée de main. Un officier entre avec un colis du secteur britannique. Alice l'ouvre et découvre une fiole de cristal de 5 décilitres de marasquin. Contre le flacon, une carte, servez-vous-en 2 doigts, pas plus Miss Cunningham. Avec les compliments d'Hercule Poirot. Alice esquisse un sourire. Elle ne touche pas à sa vodka, mais verse précisément 2 doigts de la liqueur rouge dans le verre. Elle savoure l'amertume du noyau, regarde les barbelés par sa fenêtre, et murmure dans le silence. Toujours aussi galant mon vieil Hercule.